Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs petites annonces pour vous. Tout d'abord, ce vendredi 27 septembre à 19h30 au Conservatoire de Montréal aura lieu le concert des lauréats du 9e concours international de composition du Quatuor Molinari. Alors oui, je fais partie du Quatuor Molinari et on a ce concours, ce fameux concours. Et disons que c'est un concours qui est lancé à travers le monde, à travers toutes les écoles de musique. Et en provenance de 33 pays, on a reçu cette année 111 partitions. Et le jury est formé du Quatuor, évidemment. On a aussi les compositeurs Michel Gonneville et Nicolas Gilbert qui nous ont aidés à le sélectionner à travers ces 111 Quatuors, 4 œuvres. Et cette semaine, les compositeurs, ce lundi, si vous écoutez l'émission en direct du lundi, les compositeurs viennent d'arriver en ville à Montréal. On va travailler avec eux toute la semaine. Et le vendredi 27 septembre, nous allons présenter le tout. Dans ce concours, les lauréats vont se partager des bourses qui totalisent environ comme 6 500 $. Et le grand gagnant va recevoir aussi une sérigraphie de Guido Molinari qui est offerte par la Fondation. Et il y a un prix du public. Le public va participer aussi en votant pour leur pièce préférée. Le prix du public vient avec une bourse de 500 $. Alors, vous allez entendre des œuvres des compositeurs Taiki Kim, qui vient de Corée du Sud, Joel Ross, qui vient du Royaume-Uni, Paul Novak des États-Unis et Lilia Uge d'Ouzbékistan. Alors, écoutez, ça promet, c'est vraiment, on peut entendre vraiment la diversité compositionnelle, les différentes visions qu'on peut avoir du quatuor à cordes. C'est toujours très stimulant d'entendre ces jeunes compositeurs amener leur vision, finalement, du monde moderne à travers leur écriture. Alors ça, c'est la première annonce. Aussi, dans les prochains temps, j'aurai d'autres concerts avec l'Orchestre Métropolitain. J'ai fait mon premier concert de saison qui était vraiment formidable avec Bruckner. Et il y en aura d'autres avec l'intégrale de Beethoven au mois d'octobre. Je vous invite à aller consulter évidemment la page de l'Orchestre Métropolitain. Aussi, le Quatuor, le Quatuor Molinari a lancé son podcast, ou son podcast, comme dirait mon ami Stéphane Bureau, mais non, un podcast dans lequel on parle de musique. Je n'aime pas ce podcast, j'en ai déjà un, ça m'en fait beaucoup. Ça s'appelle le Studio du Quatuor Molinari. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes que vous aimez. Et l'animateur, c'est Jean Portugais, qui est le mari de Olga Razenofer, qui est le premier violon du Quatuor Molinari. Et les deux vont publier une fois de temps en temps des épisodes pour parler des concerts à venir. Il y a des extraits audio que vous pouvez écouter. Donc, c'est un peu éducatif, mais aussi ça informe sur qu'est-ce qu'on fait avec le Quatuor. Alors, c'est une nouvelle. Le podcast, c'est vraiment une bonne façon aussi de propager nos bonnes nouvelles, disons ça ainsi. Aujourd'hui, il sera question de cinéma avec une scénariste et une réalisatrice que j'aime beaucoup. La voici, Louise Archambault. Scénariste et réalisatrice, Louise Archambault signe son premier long-métrage, Familia, qui obtient plusieurs ventes et prix internationaux, dont le TIFF et les Genie Awards. En plus de réaliser des épisodes des séries La Galère, Nouvelle Adresse et This Life, Louise lance son deuxième film, Gabriel, au Festival international de Locarno, prix du public. Sélection du Canada pour les Oscars et les Golden Globes en 2014, le film remporte plusieurs prix internationaux et est vendu dans plus de 25 territoires. Pour la suite, elle réalise quelques saisons de la série Trop et la série Catastrophe. Cette dernière remporte le prix Best Scripted Format à Cannes. En 2019, Louise réalise 2 longs-métrages, Il pleuvait des oiseaux, lancé au TIFF, et qui remporte divers prix, dont au Canadian Screen Awards et en Suède. Et son film Merci pour tout est sorti en salle à Noël 2019. Ces deux derniers films obtiennent un succès populaire et se sont classés en 2e et 3e position au box-office au Canada.
En 2023, Louise lance son nouveau film Le temps d'un été. Ce dernier devient le plus gros box-office pour un film canadien au Canada depuis 2019, toutes langues confondues. Parallèlement, elle réalise la deuxième saison de la série télé À cœur battant avec Roy Dupuis, diffusée à Radio-Canada. Son dernier long-métrage sorti en 2024, Irina's Vow, un biopic durant la Deuxième Guerre mondiale tourné en Pologne, a eu sa première au TIFF et remporte plusieurs prix du public au Canada et aux États-Unis. Voici ma conversation avec Louise Archambault. Combien par semaine? J'en sors un par semaine. Tous okay. les lundis depuis 2 ans et demi. Quand même, belle rigueur. Oui, ben ça oblige. Ben, tu sais, des fois, je fais des... Comme là, tu vois, en ce moment, je fais un petit blitz, j'en canne. À peu près, j'en ai peut-être 8 épisodes en avance de fait. Okay. Comme ça me permet de tu sais, j'ai comme un rush de concert, donc là, je touche pas à ça. Je pense à ça. Ouais. À un moment donné, mais tout ça, puis surtout comme l'été, souvent les gens sont partis. Ben là, j'en ai accumulé juste avant l'été. Bon, tu sais, il y a des fois, il y a des épisodes que je calcule, mettons, il y a une sortie d'un livre ou d'un film qui arrive pour quelqu'un qui est dans 2 mois, ben là, on se prend en avance, puis là, comme ça va être le temps. Mais des fois aussi, il y a des rencontres comme aujourd'hui, j'ai pas un calendrier avec toi dans le sens que je suis content qu'on se voit parce que, à vrai dire, tu sais, je repensais je regardais ton curriculum, tu sais, je remarquais que j'ai pas mal tout écouté ce que t'as fait, à part les courts-métrages. Les courts-métrages, ça, j'ai pas eu accès parce qu'il y en a aussi qui sont pas nécessairement tous trouvables. Ouais, c'est ça, ben c'est les trucs des courts-métrages. Bien sûr. Mais pour ce qui était du long-métrage, Atomic Sake doit être... Comment? Atomic Sake doit être accessible. Oui, il y en a qui le sont, mais il y en a d'autres que j'avais plus de la difficulté à trouver, mais bon. C'est la vie, à un moment donné. Mais tu sais, je trouvais ça intéressant de se rencontrer, surtout, justement, parce que dernièrement, je revisitais des trucs, puis là, avec ma blonde, puis on discutait de tes films, puis j'étais juste comme curieux un peu de voir comment tu choisis tes projets. Moi, c'est ça vraiment que je trouvais intriguant, tu sais. Moi, j'ai une théorie, mais je vais entendre ce que tu as à dire sur tes trucs. Quand tu m'as dit, parce que, tu sais, j'arrivais d'un tournage, j'étais là, OK, des suggestions de... Puis je suis comme... Oh, mais ça, c'était à la fin. Non, mais tu sais, c'est ce que je pense. Il me semble que mes suggestions sont plus pertinentes. Tu sais, des fois, il y a des trucs... Mais quand ça date de plusieurs mois, moi, je suis rendue ailleurs, puis j'ai hâte, là, j'ai faim. Ah, OK. Tu sais, c'est vrai que c'est la rentrée littéraire, c'est la rentrée des films, tu sais, je m'en vais au TIFF, il y a des... Ça fait que c'est sûr que... Ah, tu vas au TIFF cette année? Ben, je vais au TIFF, mais pour pas présenter quelque chose. J'ai pas de film à présenter cette année. L'année passée, j'en avais un, mais pas là. Mais on m'a invité de faire une rencontre devant public avec Julie Delpy qui présente un film. OK. Alors, mais en même temps, tu vas en profiter pour aller voir des trucs qui vont être présentés, tu sais. Ça passe vite quand même. Mais oui, si je peux aller voir un truc, c'est déjà oui, parce que c'est tellement un beau festival. Moi, j'ai eu la chance une fois d'y aller, puis j'avais été bien impressionné. Mais c'est gros quand même. Ouais, c'est étourdissant. C'est vraiment étourdissant, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais c'est intéressant. Donc, toi, tu consommes quand même pas mal de culture. Oui. Tu t'essaies, que je présume comme moi, de rester assez à jour sur qu'est-ce qui se passe un peu? Oui, puis aussi, j'explore beaucoup pour mon travail. Mm-hmm. Alors, tu sais, du coup, je me nourris de romans, d'essais, d'art, de musique. Tu sais, quand je fais de la recherche pour un film, là, j'en consomme de la musique, là. Il faut, t'as pas le choix. Mais regarde, allons-y dans l'ordre des choses, alors, parce que... Allons-y justement dans l'idée d'un projet. Parce que certains films, tu signes la scénarisation, des fois, pas tout le temps, des fois tu co-scénarises. Il y en a aussi que tu prends ça. Est-ce que c'est arrivé souvent, pas si souvent quand même, que tu prennes un scénario complètement construit juste pour toi? Absolument. C'est-à-dire que juste pour moi, co-scénarise, je suis en train de co-scénariser, mais il n'y a aucun film que j'ai réalisé que j'ai co-scénarisé. C'est ça. Alors, il y a 3 longs métrages que j'ai écrits et réalisés. Familia, Gabriel, puis Pleuvait des oiseaux. Ouais. Et les autres, on m'a offert des scénarios. Mm-hmm. Et c'est souvent la raison pour laquelle c'est écrit
réalisé par ou une Ouais, c'est ça, réalisation, exact. ce qui est exigé par la Qu'est-ce scénariste. qui est plus facile pour toi? Qu'est-ce que tu trouves après avoir fait un peu des deux, tu sais? Oui, c'est différent. Mhm. C'est différent, mais pareil. Alors, l'idée, Ouais. c'est qu'on embrasse une histoire puis on a envie de la raconter. Il y a parfois des trucs qu'on aimerait modifier et on est limité parce que, bon, on n'a pas écrit le scénario. Donc ça, faut accepter ça. Mais c'est pas difficile, justement, parce que quand tu as eu l'expérience, tu as commencé, toi, en écrivant et en réalisant, Ouais. que là, tu peux mettre la main, puis tu sais, t'es sur le tournage, tu vois que, OK, je peux modifier, tu as le droit de veto là-dessus. Là-dedans. Ben, ça dépend des collègues, ça dépend des collaborateurs. Tu sais, il y en a qui sont plus à cheval, d'autres moins. Ouais. Et puis après ça, oui, on me laisse une latitude, mais encore là, ça dépend vraiment des collaborateurs. Étant donné que je fais aussi, quand même, je réalise de la série télé, Oui. c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Alors, je veux dire, tu plonges ou tu plonges pas. Sinon, je peux décider, je prends pas ces projets-là, je ne fais que mes projets. Mais on dirait que tu sais, il y a des pour et des contre, et le gros pour, c'est comme je rentre dans la tête, dans le cœur de quelqu'un d'autre qui a inventé une histoire, Mm-hmm. qui me nourrit de personnages, qui me nourrit de thèmes, puis j'ai envie, moi aussi, d'explorer ces thèmes-là. Fait que c'est comme une espèce de tremplin, puis si tu vas dans ce sillon-là, moi, je trouve mon compte à 100%, là, Ouais. puis avec les acteurs et l'équipe, on raconte l'histoire. On réussit à élever ça. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, comme je pense beaucoup de Québécois et beaucoup de gens, moi, j'ai pris connaissance de ton existence en 2013 avec Gabriel. Ça, c'est quand même... C'était-tu ton premier gros succès, qu'on pourrait dire? Oui, quelques années plus tôt, j'ai fait un film qui s'appelle Familia, puis Oui. ça avait gagné des prix, ça avait Ouais. gagné à Toronto, ça avait gagné au Screen Awards, ça avait quand même été vendu pas Exact. mal dans le monde. Mais c'est sûr que Gabriel, il y a eu un buzz. Il y a vraiment eu un gros boss. Ouais. Puis moi, en plus, je t'avais rencontré, puis ça fait longtemps, c'était 2013, c'était au plateau de Catherine Perrin à Médium Large. J'étais venu discuter de toute la procédure de ce film-là. Puis là, j'avais été impressionné par l'énergie que tu avais ben, pas de défendre, mais juste d'expliquer, tu sais, bon, la procédure, comment tu faisais tes trucs. Puis par après, ben, j'ai continué à suivre un peu tous tes trucs, tes sorties, puis ça m'a toujours un peu impressionné qu'il y a une ligne conductrice quand même dans tes films, qui est sur ces personnages, sur des personnages extrêmement humains qui ne prennent pas pour acquis ce qu'ils ont. Mettons, oui, on comprend rapidement que il y a comme une situation, comment le personnage est là, qu'il est présenté, puis comment la curiosité d'aller ailleurs. Moi, c'est ça que je remarque un peu dans les histoires que tu choisis. Je sais pas si c'est involontaire, je sais pas si c'est volontaire, mais c'est sur le dépassement d'un personnage. Et puis c'est pas contemplatif nécessairement. Ça bouge. Ça bouge parfois plus lentement ou vite, mais j'ai l'impression que l'espèce de tourment de montagne russe émotive qu'un humain possède, c'est ton centre d'intérêt. Moi, c'est comme ça que je lisais tes trucs. C'est absolument vrai. Okay. Et c'est plus facile avec le recul de l'intellectualiser parce que quand je plonge dans un projet où, mettons, il y a 5 ans, j'aurais pas répondu la même chose. Probablement. À force de me faire poser la question, je suis comme, ouais, c'est vrai qu'il y a une similitude. Et il y a certainement le choix des projets. Quand un sujet m'interpelle, c'est sûr qu'il y a ça. Puis après ça, je comprends maintenant de la façon que je vais aborder ces projets-là. Ne serait-ce le temps d'un été. Oui, bon parlons-en de ça. Mais le scénario était beaucoup plus comédie, c'était plus frontal. Ah, vraiment? Puis en même temps, quand je parlais à la scénariste, à Marie-Vien, elle a été bénévole à la Maison du Père pendant 5 ans. Moi, mes premiers projets de films, de courts-métrages, c'est sur des centres d'hébergement pour les itinérants, etc. Donc, elle me contait des histoires. J'étais comme, ben Marie, c'est ça ton histoire. Tu me parles de vraies personnes. Puis si tu veux qu'on touche le cœur des gens, il faut y aller. Fait que c'est vraiment pendant le processus, puis pendant le tournage, puis avec les acteurs, en discutant, qu'on est allé dans les nuances des personnages. Mais quand tu dis dans le processus, je veux dire, elle est arrivée avec le scénario déjà terminé, hein, qui avait un ton, comme tu disais, un peu plus, je veux pas dire léger, mais peut-être plus humoristique là-dessus. Puis
suite à que toi, tu l'as lu, tu as vu le potentiel, l'idée, mettons, ou du moins de faire ça, puis elle aurait écrit ou elle a... Ben, c'est-à-dire qu'elle a réécrit, puis c'est normal, on a des processus de réécriture, mais aussi, c'est quand je proposais des choses, puis là, elle a embrassé aussi. Après ça, il faut demander à Marie. Ouais, on comment s'entend super bien, mais ouais. c'est-à-dire que elle aimait la direction que je prenais. Tu sais, elle avait envie, elle m'avait proposé un autre scénario en amont, 14 jours, 12 nuits, que j'ai décliné. Donc, on avait un réel envie de travailler ensemble. Mais moi, j'avais besoin d'avoir une vérité dans ce que je racontais. Ouais. Mais, puis elle, est-ce que c'est la crainte, tu sais, tu veux vraiment que ton sujet passe? Ouais. C'est un sujet qui peut rebuter à prime abord. Bon, t'as des gens qui sont dans la rue, etc. Est-ce que on va vouloir les suivre, tu sais? Puis bon, est-ce que c'est intéressant de se faire confiance là-dedans? Puis moi, je lui disais, ben au contraire, toutes tes histoires, par exemple, on a un personnage qui est dans la rue, qui vient de l'Ontario, qui est anglophone. Initialement, elle s'appelait Madonna. Puis Marie insistait, puis elle avait la Madone en tête. Mais là, pendant la préparation en pré-prod, mon équipe, moi, l'acteur qui le joue, il fait comme Madonna dans le milieu, drague, tout ça. C'est autre chose, c'est notre symbolique. Eh oui, vraiment. Puis je dis, Marie, c'est-tu vraiment ça? Est-ce que tu veux qu'on accroche là? Mais on n'ira pas plus loin dans le personnage. Mais quand moi, je fais le casting, puis je rencontre, par exemple, cette personne-là qui me raconte un peu sa vie, qui me montre chez lui un émail sur cuivre qu'il a fait à 8 ans, qui est à côté de lui, puis qui faisait de la pastorale, dont les parents étaient très croyants, qui sont décédés maintenant. Puis j'ai fait, mais tu es le personnage. C'est ça, toi. Exactement. Et là, puiser une partie de l'acteur, de l'actrice, puis de le rentrer dans le personnage ou de magnifier le personnage, je trouve que ce sont les plus beaux moments. Mais ce genre de modification-là, tu le fais pas si souvent. Sur ce projet-là, tu as pu le faire beaucoup, je présume, à comparer à d'autres. Je le fais certainement même sur mes projets. Sur tes propres projets, oui, c'est ça, évidemment. Je veux dire, par exemple, juste avant que je tourne, fallait couper des trucs, il pleuvait des oiseaux, puis... Tu sais, c'était encore long, je le trouve encore long, mais bon, c'était encore... Puis, finalement... tu trouves encore? Ouais. Quand tu le regardes, tu fais... Mais, tu sais, mes producteurs, eux autres, ils aimaient ça, mais je suis comme, j'aurais coupé 5-10 minutes. Mais... OK. Ouais. T'aurais resserré ça. OK. Ouais. Okay. Mais c'est difficile, il y a beaucoup de personnages. Mais c'est tellement drôle parce que c'est rare qu'un réalisateur ou une réalisatrice vont dire, d'habitude, ils font, j'étais obligé d'en enlever, puis là, ils sont tristes que c'est court. C'est rare que j'entends le contraire. C'est vraiment... J'ai peur des redites, de m'ennuyer. De pivarder. Oui, exactement. Et donc, il y avait 2 personnages à la forêt, 2 jeunes qui s'occupaient, entre guillemets, des vieux. Et finalement, je les ai fusionnés. Ça, c'est suite à une lecture, j'avais convoqué quelques collègues, 2-3 collègues, pour lire le scénario, pour me donner des idées, comment qu'ils recevaient. OK. Puis un collègue a fait, mais pourquoi c'est pas la même personne? Je dis, dans les romans, c'était 2 personnages. Puis là, j'ai fait, OK, il me reste genre 2 mois et demi avant le tournage. Je vais le tout pour le tout. J'essaie. Je le vois, je l'imaginais en tête et j'ai fusionné. Wow. Et c'est une des meilleures choses que j'ai fait. C'est-à-dire qu'après ça, j'avais plus de temps écran pour mes personnages. C'est ça, pour développer un personnage. Ouais. C'est surtout ça. Puis dans ce genre de production où réduire des personnages, c'est quand même une bonne idée aussi, là, tu sais. De pouvoir leur donner plus d'espace. Ben, tu peux aller tu peux aller plus en profondeur à ce moment-là. Puis ça dépend vraiment. En même temps, bon, regarde, Robert Altman a fait des films choraux extraordinaires, mais ces films durent 3 heures. C'est ça. Lui, c'est plus tard. Lui, il prend du temps, puis il en met, puis c'est des bons films aussi. Absolument. Là. Scorsese, on peut dire la même chose, puis c'est magnifique, mais c'est vraiment, c'est dense et assumé. Je connais évidemment ta carrière, mais je connais pas vraiment l'origine de tout ça, là, le cinéma comme ça. Toi, c'est quoi ton parcours? Parce que dans les années où est-ce que t'es aux études, il y avait pas vraiment un programme en cinéma, ou du moins, c'était pas
officialisé. Je pense que Concordia devait l'avoir. Oui, il y en avait, puis même avant moi, là, il y avait des programmes de cinéma. Moi, j'ai pas choisi, puis au secondaire, j'allais dans une école spécialisée en sciences. OK. Puis donc, bon, je trouvais pas tant en sciences, mais à un moment donné, pour la dernière année, j'étais allée dans une autre école, puis j'ai découvert, il y avait plein d'autres choses, puis j'ai toujours bricolé aussi. Puis quand j'étais arrivée au cégep, j'ai vu tout un département, je m'en allais en sciences. Ça, c'était clair. Ouais, Okay. ben, c'est-à-dire que tout ce qui était ophtalmologie, neurologie, tout ça m'intéressait. Ophtalmologie, vraiment? Ouais, j'ai des problèmes beaucoup avec mes yeux quand j'étais petite. OK. Puis là, ça m'intriguait beaucoup. OK. Puis après ça, neurologie parce que moi, je encore. suis allé dernièrement. C'est pour ça que je m'attendais pas à entendre ce mot-là. C'est rare que quelqu'un va dire « Ah, ça, j'aimerais ça faire. » Ah ouais, ben, c'est parce que c'est ça, j'avais eu vraiment des problèmes. Puis, je trouve ça précieux. Oui, absolument. Et donc, il y avait ce département-là de lettres et communication. Puis j'ai fait « Ah, je peux-tu faire ça? » Là, mon père a dit « Ben oui. » Là, OK. Et je suis allée au cégep à Brébeuf. Brébeuf. Ouais. Puis là, je suis allée là-dedans, puis j'ai eu des super profs. Puis c'est à la fin du cégep, à un moment donné, j'ai eu un cours de cinéma. Et j'ai vu le film Mauvais sang de Léo Carax. OK. Puis ça m'avait complètement jeté à terre. J'en revenais pas qu'on pouvait raconter une histoire comme ça. De cette façon-là. De cette façon-là. C'est en classe que tu l'avais vu? Oui, je l'ai vu en classe, puis ça m'avait habité. Puis après ça, j'étais allée en film production à Concordia. Ah, t'as fait Concordia. Oui, j'ai fait Concordia, mais après coup, longtemps plus tard, là, peut-être là, dans la trentaine, j'ai réalisé qu'au fond, là, ce sont mes grands-parents qui m'ont fait mon éducation cinématographique. C'est ça, j'étais curieux parce que je l'ai dit, oui, au cégep, t'as découvert ce film-là, ça t'a amené à Concordia, mais avant, tu fréquentais-tu le cinéma? Oui. Ça faisait partie de toi aussi, non? Alors moi, j'étais très, très proche de mes deux grands-mères. OK. Et dont son film préféré, c'était Hiroshima, mon amour. Mm-hmm. Donc, les deux grands-mères très cultivées au niveau artistique. Il y en a une qui est partie de rien, de la ferme, etc. Puis elle, son rêve, c'était de voyager. Elle aurait voulu être écrivain. Elle aurait été extraordinaire, d'ailleurs. Elle écrivait son journal tous les jours jusqu'à l'âge de 100 ans. Et donc, Mon Dieu. elle vraiment, elle aime beaucoup l'art et le cinéma. Donc, à partir de l'adolescence, j'allais beaucoup voir des films avec elle et tout ça, puis tout et n'importe quoi, mais surtout des films français ou des films internationaux. Mais t'étais à Montréal, toi, déjà? J'étais pas à Montréal, mais ma famille vient de Montréal. OK. Et puis, à partir de 17 ans, j'étais à Montréal. Puis, mon autre grand-mère vient d'un milieu, le père médecin, mais qui a tout perdu pendant le crash en 29, etc., qui a vécu à Paris, mais qui finalement qui a marié mon grand-père irlandais, que j'ai pas connu, mais qui était bien drôle, ça a l'air, mais pas trop drôle à tous les niveaux, et qui s'est retrouvée avec 9 enfants. Il est décédé, elle a de 1 an à 16 ans. Elle est retournée à l'école, parce qu'elle avait fait les beaux-arts. Elle est retournée à l'école, elle a eu son diplôme pour enseigner l'anglais au secondaire, puis elle se disait, un jour, moi, je veux peindre et voyager, ça va être ça. Puis elle a fait ça, mais elle, à partir de très jeune, elle m'amenait dans les musées. Okay. On allait voir des musées, de parler de plein de choses. Deux femmes très, très curieuses des humains. OK. Puis c'est ça, pas de jugement. OK. Dans sa façon de penser. Fait que oui, puis mon grand-père. Alors, ma grand-mère qui vient de la ferme, elle a rencontré mon grand-père à Montréal. Et elle voulait pas marier un fermier. Elle voulait comme vivre un homme l'aventure. De la ville. Mais lui, finalement, il avait eu une bourse d'études pour aller en Angleterre, puis il était palmé sur lui. Il venait du village voisin. Et donc, eux ont vraiment consommé beaucoup d'art. Et lui, à un moment donné, dans sa maison, dans son sous-sol, il s'est construit une salle de projection de film. Okay. Alors, il y avait 2 caméras 16 mm. Il filmait beaucoup dans les voyages, plein de choses. Okay. Et elle, dans les séjours comme ça, elle trouvait la musique, il faisait leur montage et il projetait les films dans le sous-sol. Puis après ça, quand on était petit, tout ce qui était film de son époque, des films pour enfants, lui était très, joueur. Et donc, les Laurel et Hardy et tous ces trucs-là, il aimait beaucoup projeter ça pour ses petits-enfants. Wow. Donc, c'est sûr que ça vient de là, mais c'était tellement ancré dans ma vie que j'ai pas fait le lien immédiatement. OK, c'est plus tard que tu as réalisé ça. Parce qu'en même temps, tu faisais un paquet d'autres trucs en même temps. Exactement. Si tu avais un intérêt pour les sciences, sûrement que tu étais impliqué dans des projets. Psycho. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'humain. Le cinéma, je pense que c'est l'humain qui m'a intéressé d'abord. Puis ça a pris du temps avant que je me dise, je vais réaliser des films. Oui, j'étais allée en film production, etc. Mais rapidement,
J'ai été assistante à la réalisation, j'ai fait de la photo de plateau, mais j'étais productrice en pub, puis j'ai été l'assistante de Roger Frappier, puis après ça, je suis retournée faire une maîtrise en même temps. Puis là, j'étais comme, j'ai un film que je vais écrire, mais après ça, je vais être productrice. Parce que j'avais l'air d'avoir 12 ans et demi déjà à 22. Oui. Et donc, là, j'ai fait un film d'une demi-heure qui s'appelle Atomic Sake, qui a voyagé énormément. Puis là, j'ai fait, j'ai juste une autre petite idée d'un long métrage. Je vais faire lui, puis après ça, je vais produire. Je vais continuer à faire ce que je fais. J'ai écrit et réalisé Familia. Puis ce sont les sujets qui m'ont amené après ça à prendre confiance peut-être, ou du moins à assumer que j'ai envie vraiment de partager ces histoires-là. Mais quand t'es arrivé avec Familia, premier long métrage, ça devait être quand même assez étourdissant, la première journée de tournage que tu fais, OK, on y va, 3, 4. Puis tout ça, comment c'était? Ah ben oui, c'est toujours une Ça l'est espèce encore. Absolument. On a toujours une espèce de stress de est-ce qu'on va y arriver? Ce qu'il y a sur papier, est-ce qu'on va être capable de le mettre à l'écran? La planification aussi, rentrer dans les temps. Ben c'est le temps puis l'argent. Le pire ennemi, les pires ennemis dans ce que j'ai vécu, c'est vraiment le manque de temps et le manque d'argent. Mais en même temps, je réalise que je fonctionne très, très bien là-dedans. Dans la pression? Oui, c'est un des endroits où je me sens le mieux au monde, c'est ça, être sur un plateau de tournage ou en wetsuit, en plongée ou en surf. C'est pas mal les deux endroits les plus agréables. Parlons-en un peu de ça, parce que de nombreuses fois, moi je suis coureur, et t'es coureuse, je le sais, parce que je te croise fréquemment sur la montagne. Tu me dis pas allô, je suis dans ma bulle. Eh oui. Ben, puis même à ça, j'étais un peu gêné, intimidé. Voilà, je te voyais, puis t'avais l'air dedans. Je pense que toi, tu calcules tes distances. Regarde ça. Même pas, t'es comme moi de bord. Okay, non, moi, c'est pour un décroché. Je monte dans la nature. Je mets ça de la musique ou des balados. OK. Comme moi. C'est exactement la même chose. Des fois, je me dis, je vais partir le temps que je pars. Puis des fois, je suis hyper fatiguée. Je vais, j'irai pas longtemps. Mais le temps que ça fasse du comme bien. dedans. Puis c'est le contact avec la nature et la forêt. Courir dans une ville ou courir dans la montagne, c'est deux mondes. Ah, mais je comprends. Moi, mon trip, tu sais, toi, c'est ça, on habite dans des quartiers proches, mais tu sais, dans mon cas, c'est avec le plateau, c'est que je me dirige vers... C'est vraiment mon warm-up. Mon warm-up, il est dans la rue. Ouais. Puis là, quand tu franchis la montagne, ça, c'est quand... Puis là, les bruits des voitures, que c'est atténué un peu... C'est quand... Puis je sais que c'est pas la vraie forêt comme certains aiment ou préfèrent, là, on pourrait dire ainsi. Ouais. Mais moi, j'adore, ça me convient. C'est assez de verdure pour décrocher. Je trouve c'est un grand privilège. C'est un joyau de notre ville. Vraiment. D'avoir le Mont-Royal. Je trouve que c'est une montagne extraordinaire. Et moi, je trouve que c'est une forêt. Ouais, ben moi aussi, moi je l'accepte comme ça. Tu sais, même quand mettons, si tu vas à New York, t'as-tu déjà jogué à Central Park? Ben oui, absolument. C'est pas super plaisant. Moi, je trouve pas que c'est aussi plaisant que le Mont-Royal parce que t'es pas envahi de tous les côtés. Tu vois tout le temps les bâtiments. Il y a tout le temps. Tu sais, tu lèves un peu les yeux. Alors que là, sur le Mont-Royal, c'est une autre chose. Les arbres sont près. En tout cas. Mais voir l'horizon aussi, hein, c'est ça, comme n'importe qui. Je veux dire, d'être sur le bord de l'eau, le bord de la mer ou d'un grand lac. Ou sur le dessus d'une montagne. Oui. Voir loin, moi, je me sens... Il y a quelque chose qui me reconnecte avec la vraie vie que j'appelle, donc la nature. Puis il y a comme une espèce de... Ça me apaise. Oui, ça me ground, puis c'est ça me donne de l'énergie aussi. Fait que, non, moi, le temps, j'ai aucune idée. Combien de temps ça prend, combien de kilomètres, je sais pas. Je sais un peu parce que quand je suis revenue, tu connais tes... En fait, j'ai même pas de montre, mais je veux dire, je sais combien de temps je suis partie, mais c'est pas important pour moi. Non, excellent, j'adore. Je fais la même chose, mais attends, là, j'ai parlé de course parce que quand je t'ai vu souvent courir, j'ai fait, OK, donc quelqu'un, elle est sportive, mais là, tu viens de nommer, en plus, c'est quoi, tu disais surf? Ouais. Puis plonger, tu fais ça en plus? T'aimes ça jouer dans l'eau? Beaucoup. Wow. Moi, ça me fait peur, surf. Puis plonger, ça arrivera jamais. J'ai le vertige à l'envers. Moi, j'ai le vertige. C'est pas pour tout le monde, la plongée. Moi, j'ai fait beaucoup de plongée. Mais tu pars-tu plonger, pas juste snorkel, je veux dire, tu fais... Ah oui, en bonbonne. Oui. Puis même dans le temps, avec mon ex, avec André de Turpin, on a commencé ensemble. Puis pour un crabe dans la tête, vraiment, on a filmé. Mon Dieu, c'est vrai. Oui. Plongée, puis tout ça. Fait qu'on a fait beaucoup à ce moment-là. Ma fille, d'ailleurs, elle vient de prendre son cours pour devenir plongeuse professionnelle.
Ah, ça serait... Là, il est retourné à l'école en environnement, tout ça, mais... c'est ma petite Cousteau. Et depuis, peut-être, c'est suite au film Gabriel, je fatiguais un peu les amis, j'avais envie d'apprendre le surf, puis à un moment donné, une amie, Josée Dehaye, qui est directrice photo, elle a sorti la carte du monde, m'a dit, bon, là, on va régler ça. Où est-ce qu'il y a du surf dans le monde? Et alors, on est parti 3 familles, et les enfants, on a tous appris à faire du surf au Costa Rica. Costa Rica, OK. Ouais, puis là, bonne depuis place. ce temps-là, maintenant, je suis capable de faire, avec une planche dure, du dog dive. Puis ouais! Ouais, j'ai plein de coupures de planches. Je sais, c'est rough. C'est rough quand même. Oui, mais en même temps, c'est pas grave. C'est comme la course. À un moment donné, t'es tellement dans le moment présent, puis il y a quelque chose qui fait que l'océan, c'est beaucoup plus puissant que toi, et là, ça te rend plus humble. OK. Il y a des fois, t'es pas capable, pantoute. Moi, ça m'effraie. C'est pas grave. Ah ouais. Les retours de vagues, les espèces... tu restes concentré. Alors, quand tu es en création, etc., ben là, tu es comme, peu importe les soucis de la vie, là, pendant 7h30 que tu es dans l'eau, tu ne penses pas à ça. Tu penses justement à sortir de l'eau. Un mauvais mouvement peut vraiment être fatal dans tout ça. Tu on y le vas dit. doucement. Tu y vas doucement. Il y a quand même quelque chose de très zen. Puis la dernière fois que je suis allée, ou en tout cas au Costa Rica, c'est en décembre dernier. Et il y avait d'ailleurs beaucoup plus de filles maintenant qui en font. J'ai vu la différence en 12 ans. Et des gens, à un moment donné, j'étais avec un gars qui me coachait. Puis là, je dis, ce monsieur-là, on le voyait à chaque jour. Je dis, à quel âge, coudonc? Il dit, il est pas loin de 80, lui. Tu sais, puis il y en avait plusieurs, tête blanche. Puis il avait l'air, tu sais, dans le visage détendu, là. Ouais. L'espèce de... je sais pas, je pense que ça va te chercher une espèce d'adrénaline et d'endorphine qui fait qu'après ça, là, il y a comme ça apaise le corps, le système nerveux. La première fois que tu as pris une vague, tu devais tellement capoter, tu devais tellement être heureuse. Parce que tout le monde me sentais comme dans un ascenseur. Mais tout le monde me dit ça, tout le monde me dit la première fois que tu réussis à tenir debout avec la vague, c'est une euphorie. C'est comme genre... Ouais, tu te sens comme c'est assez très doux, en fait. Puis tu sens juste lever. Glisser. Le défi, c'est pas nécessairement de lever, se lever un peu quand même. Ouais. C'est de manœuvrer dans la vague. De pouvoir faire des tournants puis pouvoir maximiser la longueur de ta distance dans la vague. Ça, c'est plus difficile. Puis là, tu disais la plongée, un crabe dans la tête. Je savais pas que tu avais été avec André. C'est le père de mes enfants. Bon, ben je l'apprends. Merci. Mais je regarde pas les revues. Je suis pas au courant des couples et des potins puis tout ça. Mais je veux dire, t'as fait donc ces images-là dans le film, c'est des images que vous étiez allés chercher ensemble. Vous deux, vous faisiez de la plongée? Les deux, on faisait de la plongée. On a écrit, d'ailleurs, moi j'écrivais un court-métrage, lui écrivait ce film-là. On était à Cozumel travailler, donc pour faire de la recherche, etc. Donc, on avait trouvé l'épave et tout. Puis, sur son tournage, on n'avait pas beaucoup d'argent. Fait que j'ai fait les costumes et... T'es-tu sérieux? et la photo de plateau. Et à un moment donné, la doublure pour sous l'eau. Puis bon, tu sais, on se débrouillait. Et donc, c'est ça, étant donné qu'on a appris à faire de la photo sous l'eau, on a fait ça, mais on est parti quand même une petite équipe de tournage. Tourner le segment qui se passe en Inde, en fait, dans le film. On l'a tourné à Cozumel. Wow. Et donc, on a réellement tourné là. Puis quand tu fais de la plongée, je veux dire, c'est où les endroits extraordinaires que tu as vus? Moi, je connais... Écoute, ça, c'est vraiment un milieu là, que je ne connais pas, j'ai été traumatisé. Quand j'étais bien jeune, on était allé visiter le stade olympique. Tu sais, il y a l'espèce de bassin pour se pratiquer à le faire. T'as tourné là aussi. T'as tourné là? Ouais. Ils nous ont montré comment ça fonctionnait. Il y avait des exécutions. Puis je trouvais ça tellement cru. Puis ça m'a comme étourdi. Puis ça a été la fin de tout intérêt envers ça parce que ça allait trop. Mais en même temps, qu'est-ce qui arrive? C'est aussi, j'en ai 2-3 amis qui aiment ça. Tu sais, c'est un peu comme le parachute, là, un peu. Pour moi, c'est un peu du parachute à l'envers, tu sais. T'as-tu fait ça? Non, j'étais supposée, puis je tombe enceinte. Mais ça, j'ai le vertige, moi aussi. Alors, pour te rassurer, j'ai découvert ça à 25 ans. Et tu voulais quand même le faire? Oui, parce que là, j'ai fait, OK, je vais prendre mon courage, il faut que je fasse ça va être correct, puis ça va être safe. Puis finalement, on était un groupe. Puis finalement, je tombe enceinte, puis là, je l'ai jamais fait, puis je suis jamais retournée pour... Ça va aller. Mais si on me le propose, je vais le faire. Vraiment? Oui, mais je vais avoir la chienne, je vais peut-être m'évanouir, mais je sais pas. Mais c'est pas... Ouais, mais grimper des montagnes, puis escalader des hautes parois, là, ça, il faut pas que je regarde en bas, là. Je trouve ça difficile. Ah non. Ouais, ça, moi, j'ai eu Moi, j'ai eu le vertige à l'envers. Moi, ça m'est arrivé comme ça arrive apparemment. J'étais allé à New York une semaine après le 11 septembre.
après les attentats, j'avais une audition pour un truc là-bas, puis on n'était pas loin. J'ai vu encore qu'il y avait des débris, tout ça, quand on marchait devant. Puis là, quand tu regardais les débris, là, quand j'ai commencé à regarder la hauteur des buildings, puis à imaginer, j'ai eu une espèce de vertige hallucinant. On appelle ça un espèce de vertige en regardant une grande hauteur du bas, même si c'était au sol. Le vertige s'est provoqué, j'avais 21 ans. Depuis ce temps-là, j'ai toujours... Écoute, c'est même ridicule le taux de vertige que j'ai. Puis comme toi aussi, moi, j'adore faire de la randonnée. Faut jamais je regarde en arrière. Jamais. Sinon, c'est l'enfer. Là, mais OK. Donc, t'es super sportif. Ça, c'est ton affaire pour décrocher, pour oublier la pression du travail, puis des tournages, puis de... est-ce que ça peut devenir... Tout ça, cet univers de sport, justement, que t'aimes, puis que t'as fait des photos. Tu sais, justement, t'as fait des photos sous l'eau. Moi, je pense, je t'encouragerais à faire un saut en parachute. Sûrement, ça va t'amener à avoir des idées pour faire de la photo en parachute. Un film un peu sportif, ça serait pas un genre d'objectif le fun à faire, ça? Ça dépend c'est quoi l'histoire, c'est quoi Encore les une fois. personnages. Sinon, ça me c'est dérange juste pas. ça. Ouais, vraiment. Parce que le sport, genre, moi, je faisais de la compétition, d'athlétisme, tout ça quand j'étais petite. Alors, c'est sûr que c'est... Puis, je pense que c'est le côté adrénaline que j'aime. Apparemment. Que je retrouve dans le tournage. Alors, ça... Ou certainement, ou dans la performance, tu le vis aussi. Oui, tu le vis absolument. avec des concerts, tu le vis dans le live. C'est super intense. Puis aussi ça, puis être en groupe. Avoir quelque chose dans le groupe, là, l'espèce d'intensité, puis on est au service d'une seule chose, nous, d'une histoire, dans notre cas. Tout le monde en même temps, cette énergie-là, c'est vraiment un méchant bon buzz. Oui. Fait que, est-ce que dans le sport, si je l'intellectualise, mais des fois, c'est juste pour me calmer les nerfs aussi. Ça fait juste comme... atténuer. Moi, je trouve que ça fait le ménage aussi dans la tête. Des fois, on se trouve, on est occupé, on a des vies, on est occupé. On s'organise pour être occupé ou dans notre tête, ça devient occupé parce qu'on s'en impose beaucoup. Puis à un moment donné, de faire ça, d'aller, par exemple, monter puis descendre la montagne à la course à pied, là, ça fait juste comme un reset, puis c'est comme... Là, en ce moment, c'est ça que je fais. Puis après, on verra le reste. Ouais. Moi, j'ai une question. Tantôt, tu sais, le trip de gang, tu sais, on est un groupe, c'est le fun. Quand même, pour se rendre au trip de gang, il y a tout ce moment de solitude-là d'écrire. C'est pas pénible, ça? C'est pour ça que des fois, je préfère recevoir des scénarios et les réaliser. Parce que j'aime ça et j'adore écrire. 3 mois, c'est bon. Après, je suis plus capable. Ah ouais, hein? Après, j'ai besoin de... Mais tu donnes un rush... C'est-tu un peu ça ta technique, de donner un rush de 3 mois, laisser le projet reposer un petit peu puis revenir? Ou... j'ai pas de technique parce qu'il faut que je gagne ma vie. Alors, la technique, c'est de payer l'hypothèque. Ouais, je connais ce sujet. Fait que je dirais, il y a ça aussi. C'est que, moi, je suis trop lente pour écrire. Il y en a qui écrivent vraiment vite. Moi, je fais beaucoup de recherches dans mes projets. J'aime ça quand c'est vrai. J'aime ça quand... Alors, ça me prend du temps. Puis, donc, c'est ça. Quand je peux, comme là, en ce moment, je suis en post-production sur une série télé et là, j'écris. En ce moment. Est-ce que ça va porter fruit au final? On ne sait jamais aussi quand est-ce qu'un film va être financé ou pas. Mais là, tu écris pour déposer, justement. Oui. OK, cool. On en parlera. Mais évidemment, tu peux pas me shooter ton histoire comme ça, mais en même temps, c'est ça. Donc, la télévision, ça aide justement à payer un peu les frais hypothécaires et de tout le reste, là, tu sais. Puis oui, mais c'est pas la raison pour laquelle j'en fais. Absolument pas. Non, c'est pas ça que je dis. Vraiment, c'est parce que j'aime raconter des histoires. Puis t'aimes tourner. C'est le fun de tourner. J'aime raconter des histoires, j'aime les acteurs. Puis au Québec, je veux dire, on a un super bassin, là. Puis ce sont les mêmes qui jouent au cinéma. Mais de plus en plus, quand même, il y a, tu sais, on peut quand même parler de la situation des cinémas, tu sais, qui est comme assez, qui est difficile. Moi, je mange pas mes mots, je vais quand même dire triste, pour le noter parce que je vais souvent au cinéma avec mes enfants puis je le vois, là, que c'est de plus en plus vide et c'est un peu terrifiant parce que c'est dans ma tête, c'est comme un lieu que j'ai tellement aimé célébrer qui, j'ai l'impression d'en train de disparaître pour justement prendre plus de place avec la télévision dans laquelle justement on peut aller plus creux dans des histoires. L'exercice est évidemment pas pareil. Dans ton cas, par contre, ce que je remarque, c'est quand même assez 50-50. Tu réussis à faire un peu assez la part des deux. Est-ce que quand même tu sens que ça tire un peu plus vers la télé comme pour pas mal de monde ou
Comment tu te situes par rapport à ça? Ça a des bons et mauvais côtés. Je réfléchis pas trop à ça. Tu sais, il y en a qui ont des plans de carrière, puis tu sais, après le film Gabriel, j'aurais pu vivre à Los Angeles, j'aurais pu, tu sais... ça a été proposé, hein? Oui. Puis j'ai eu beaucoup de projets de là-bas, puis j'ai accepté un projet français qui était tourné en Israël, que pendant 2 ans, j'étais beaucoup à Paris, que j'ai jamais fait finalement. C'est pas fait, fait que ça, c'est comme vraiment difficile. Fait que c'est là aussi que tu fais comme, OK, tu sais, en film, on peut te faire miroiter des choses, tu peux mettre beaucoup de temps, mais ce temps-là n'est pas rémunéré. C'est ça que j'allais dire. Quand tu te retrouves mère monoparentale, puis qu'il faut que tu gagnes ta vie parce que, tu sais, t'as bien beau vouloir écrire des histoires ou qu'on te fasse miroiter, c'est beaucoup de temps, mais t'es pas... t'as pas l'impression que ça avance. Alors, après ça, c'est toujours un feeling, là. Où est-ce que tu mets tes pions? Ouais. Mais les fausses promesses, tu sais, les fausses promesses hollywoodiennes, là, tu sais, ça, j'en ai entendu. Stéphane Lapointe était venu ici au micro pour on parlait de ça, puis tu sais, il était allé faire un tour à Los Angeles, puis il dit, écoute, il dit, c'est comme si tout était possible, mais en fait, rien n'est possible là-bas, là. Tu sais, il dit, c'est un peu ça quand tu te promènes, tout le monde fait un rendez-vous, tac, finalement, c'est oublié, des offres, finalement, l'offre marche plus. Tout, c'est un peu une jungle, tout ça, là. C'est comme, c'est difficile de s'y mettre. Toi, t'as tenté un peu aussi là-bas? T'as fait ça pendant... parfois, comme là, j'en ai un autre projet en anglais, là, en ce moment, qu'on va déposer en production. Tu sais, c'est pas des gros budgets, mais oui. Mais on fait avec ce qu'on a aussi. Comme Irena, comme tu sais, il y en a. Irena, c'était-tu Var, c'était-tu le premier en anglais? C'était le premier film en anglais, oui. Comment tu trouves ça, tourner en anglais? C'était le fun? Ben, c'était bizarre parce que c'était en Pologne. Ça fait que c'était en anglais, mais avec des personnages polonais puis des personnages allemands. Fait que c'était tout un défi au niveau du dialecte. Tu sais, là, c'est quoi, comment est-ce qu'ils parlent? Et j'ai adoré ce film-là. D'ailleurs, je vais te donner un étrange, je sais pas si c'est un compliment, mais je vais quand même essayer de bien l'articuler. J'ai regardé ce film-là. Pas au cinéma, désolé, je l'ai regardé ici à la maison avec ma blonde. Ce soir, on a fait, on va écouter le film. Puis quand même, c'est la première fois depuis que elle et moi, on était en couple, donc depuis 2014, qu'on regarde un film et il y a une scène dans le film qu'on est obligé de faire pause, faire wow, aller se faire un extra camomille puis revenir, faire wow. Probablement tu sais de quelle scène je parle. Le bébé. Ça n'a aucun sens, cette scène-là. Puis j'ai tourné même en retrait à travers la fenêtre. Ça, j'en reviens pas de cette scène. C'est une des scènes, honnêtement, les plus violentes que j'ai jamais vues. On voit pas du sang, c'est pas ça. C'est la façon, tu le fais bien en plus, là, parce que, tu sais, c'est graphique, mais pas en même temps. C'est un peu, il y a une suggestion. On est vraiment dans son point de vue au personnage principal. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment pire ce qui s'est passé. Ah ouais? Et dans la vraie vie, moi, j'avais juste 29 jours de tournage. Fallait que ça roule. Comment TV, c'est pas... Mais je faisais avec ce que j'avais. Et le matin, nous, on avait toute une rig, tu sais, on a une espèce, un système avec un câble de fer pour faire lever le bébé, le faux bébé, dans les airs. Parce que dans la vraie vie, dans la vraie histoire, ce personnage-là de Rokita, le nazi, il a pris le bébé des bras de la maman, il l'a lancé dans les airs, il l'a tiré comme un pigeon. OK. C'est vraiment ça. Alors, nous, on allait le faire. T'allais le faire? Ben oui, on allait tourner ça. God. Parce que moi, j'étais comme à cheval sur la vérité, puis je voulais avoir les petits détails, puis bon. Et... Je pense que c'est pire. Qu'est-ce que vous avez fait? Un des producteurs, le producteur de Los Angeles, le matin, il fait comme « Oh, Louise, I'm not sure about that flying baby, tu sais. » Puis t'es là, il me semble que ça va être trop gros, le spectateur embarquera pas, c'est trop gros. Puis là, j'ai réfléchi, je dis, moi, je considère toujours que mon équipe, c'est toujours des spectateurs potentiels. Okay. Lui, s'il pense ça, il y en a peut-être d'autres. Peut-être d'autres sont d'accord, ouais. Fait que là, j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses si il pile dessus? Puis j'en parle avec l'acteur aussi qui joue le nazi. Puis il dit, c'est quand même pas mal violent aussi. Et donc, je me suis rabattue à ce que le nazi écrase avec sa botte le bébé. Ah, ça n'a pas de bon sens, cette scène-là. Puis qui tue la mère. Après, la mère a eu le temps de vivre la plus grosse douleur du monde pendant 10 secondes, puis ensuite, il tue la mère. Ouais. Écoute, je te jure, les deux, on est assis, on était là bien relax. Genre, on a fait, pause, OK, wow. On était sur le gros nerf, bien raide. On a dû prendre une pause après ça. On a pris 5 minutes, on a fait, OK. Puis c'est rare, d'habitude, on n'arrête pas. Quand on part un film, on est tous prêts, on est 7, on faut regarder le film au complet, tu sais, comme si on était au cinéma à ma maison. Mais ça,
J'ai fait, non, ça là, non, j'ai besoin d'une gorgée d'eau, puis respirer lentement un instant. Parce que non, mais c'est quand même... Puis en plus, c'est super hot. En fait, l'idée est bonne, parce que vous l'avez gardé tellement sur le... On voit l'élan, mais après, vous avez regardé sur le haut du cadre, mais on voit juste le nazi qui frappe. Tu sais, on voit pas tout. Non, à ce moment-là, on voit la botte, mais on voit la botte de ça, mais c'était ingénieux. Mais écoute, bravo, quand même une des scènes les plus violentes que j'ai jamais vues au cinéma depuis un bout, puis qui m'a vraiment dérangé. Donc on peut maintenant me proposer des films d'action avec du monde qui meurt. Suite à avoir fait une telle scène, ça doit t'ouvrir à tout un panoplie de... Mais moi, j'aimerais ça. J'adore tourner des cascades. J'adore ça. C'est vraiment le fun. Ouais, des bagarres, des cascades, la chorégraphie, tout ça, c'est formidable. Ah, mais là, il faut trouver une histoire avec ça. Il faut un personnage super humain avec une belle trajectoire dans laquelle il peut se battre puis se lancer de tout bord, de tout côté. Mais non, mais écoute, c'était un chouette film. Moi, j'ai beaucoup... chouette, là, je dis, c'est avec une histoire tragique, mais c'était un beau film. Mais ça, c'est un exemple. D'ailleurs, tu sais, le scénariste était bien à cheval sur des trucs. J'en ai changé des affaires, mais c'était difficile. De collaborer là-dessus. Beaucoup. Puis lui, il a connu cette femme-là à la fin de la vie de cette femme. Alors, tu sais, il était très épris de l'histoire. Ben lui, d'ailleurs, pareil. Alors, à la scène du bébé, il a pleuré comme un veau. Il était là la première semaine de tournage. Ça, on a tourné ça jour 2 de tournage. Là. Non, oui. Oui. Et donc, il était vraiment ému. Mais c'est ça, en faisant, quand j'étais en prep, on a eu très, très peu de temps de préparation là-bas, juste 3 semaines au lieu de, mettons, 2 mois et demi, là, qu'il aurait fallu. Il fallait être vraiment efficace. Et la script qui venait d'ici, j'avais juste 3 personnes d'ici, dont la script, parce que là, tu trouves quelqu'un qui parle anglais, qui est capable... qui est assez à l'aise pour, justement... Et elle, est férue de recherche. Et donc, en faisant de la recherche, pendant qu'elle dépouillait le scénario, elle dit « Hey, le personnage de Rokita, il mettait toujours une musique, la même musique, pendant qu'il faisait les pendaisons, les scènes, les moments de pendaison. Et là, c'est via elle, j'ai fait « Hey, je vais l'utiliser, je vais le mettre ça dans la scène. » Et ça, je l'ai intégré dans la scène et ça a été long, mais on a finalement... pu avoir les droits pour mettre ça dans le film. Mais j'aimais ça parce que c'était une super belle mélodie. Oui. Mais avec une scène horrifique. Mm-hmm. Et je trouve ça... c'est ça, l'humain, on n'est pas noir et blanc. Hein, tu sais, ça donnait ça. Non, puis tu sais, quelque chose aussi... puis j'allais le dire là-dessus, tu sais, là-dessus, la photo, je trouve, participe à quelque chose de terrifiant un peu aussi là-dedans. Oui. Tu sais, parce que je pense que, puis peut-être c'est un peu la faute à Spielberg, là, tu sais, d'avoir mis tellement des images fortes sur cette tragédie-là, Deuxième Guerre mondiale, en noir et blanc, que je pense que quand on regarde un film sur ces événements-là en noir et blanc, c'est presque rassurant parce que ça rassure sur la place dans l'histoire, que c'est vraiment du passé, que ça vient de l'époque justement avant que la télé soit en couleur. Mm-hmm. Mais là, quand il y a des couleurs comme ça, puis comme en plus, j'ai remarqué, peut-être, je connais pas assez les termes de la couleur, mais il y avait une espèce de truc tamisé. C'était pas éclatant non plus. C'était comme il y avait pas foggy non plus. J'ai de la misère à le dire, mais il y avait un traitement que vous avez fait, un petit fil. Des fois, en tout cas, dans les intérieurs, parfois, le directeur photo mettait un peu de fumée. OK, ben voilà. Pour atténuer un peu les textures, c'est ça, pour rentrer plus dans l'époque. Je trouvais que ça participait, puis c'est justement, quand le regardant, on se dit, ben écoute, sûrement que quand tu étais sur place, ça ressemblait à ça, les couleurs, tu sais, quand c'était vécu pour vrai, puis c'est encore plus choquant, je trouve, quelque part. Oui, puis tu sais, veux pas, selon les lieux, c'était poussiéreux. Ben oui. L'époque, c'est ça. Tu sais, par exemple, à un moment donné, dans l'histoire, il y a ces Juifs qui sont cachés dans une cave pendant un an. Puis, tu sais, l'équipe polonaise font pas les affaires à moitié. Fait qu'on était dans une vraie cave. Eux autres, c'était pas assez. Fait qu'à un moment donné, ils ont décidé de construire le tunnel. Et un vrai tunnel. Puis, ils ont mis de la terre. Puis là, la porte, elle se fermait hermétiquement. Fait que nous, quand on tournait, là, c'était des 12 heures de temps hermétiques, là. On ressortait, on avait des masques. Écoute, je crachais de la terre toute la soirée, là. C'était où en Pologne, vous l'avez tourné? On a tourné dans différents endroits à l'extérieur de la Pologne. Il y a une semaine, on a tourné à Lublin. Ça, c'était assez marquant parce que la guerre, ça faisait 1 mois que la guerre venait d'éclater en Ukraine. Ouais. On était vraiment pas loin de la frontière. Ouf. Et ça, c'était vraiment particulier, là. Ouais. Un stress aussi, là, qui est présent. Qui est palpable, là, du moins. C'est un stress qui s'est transformé en urgence. Mm-hmm. Ou un besoin
Puis ça, c'était vraiment, je pense que toute l'équipe dirait la même chose, l'équipe polonaise. Ouais. Un besoin de raconter cette histoire-là encore aujourd'hui. Encore parce plus. qu'elle est encore d'actualité, malheureusement. Voilà, c'est pertinent. Ben oui, en tout cas, ben comme tu dis, surtout aujourd'hui, là. Je veux dire, aujourd'hui, ça s'appelle un peu choisir sa guerre, là, parce que t'ouvres les journaux, c'est quand même capoté qu'en ce moment, quand t'ouvres les journaux, la presse, t'as un côté pour une guerre, l'autre côté pour l'autre guerre, dans le même écran. Puis t'es comme, wow, OK, Ouais. c'est vraiment fou. Mais quand même, je veux revenir aux personnages. Attends, j'avais un truc sur les personnages. Un sujet gros comme la Seconde Guerre mondiale qu'on t'a proposé, t'avais eu combien de jours de tournage qu'on t'avait donné pour ça? 29. Au début, on m'avait dit, oui, tu vas pouvoir avoir 36 jours. Arrive 3 semaines avant le tournage. Finalement, il faut qu'on coupe, ça va être 29. Oh. Ça, c'est ça. Mais le défi, en fait, c'est surtout le nombre de personnages à l'écran. Ouais. Parce que ça fait 2 films de suite que je fais comme ça, là, puis là, c'est flagrant. Quand on manque de temps de tournage, trouver de façon de couper des personnages dans la scène. Parce que d'avoir des personnages avec des scènes avec beaucoup de personnages à l'écran, faut que tu fasses la mise en scène. C'est plus complexe faire une mise en scène avec beaucoup de monde. Ben, toi, voilà, puis s'il y en a qui parlent, puis tout le monde parle ou se déplace, il faut du temps de tournage. Ça se fait pas en 2 secondes. Ouais. L'éclairer, ça se fait pas en 2 secondes. Sinon, on trouvait des astuces, mais ça donne moins de temps pour raffiner ce que tu as à faire. Ouais, ça, c'est pas le fun. Ça, c'est des gros compromis, à mon avis. Des coupures de jours de tournage. Mais surtout que dans une méga prod, quand même, parce que 29 jours, c'est beaucoup de jours. Mais c'est beaucoup de jours quand t'es ici, là, quand t'es au Québec, là. Non, pas tant. Pas tant? Non. Ça dépend peut-être. Mais quand tu fais tes projets ici, est-ce que ça arrive comme ça? Des fois, à 2 semaines de tournage, on va te couper des journées? Moins souvent, quand même, là. On coupe des journées, mais plus tôt que ça. Plutôt C'est-à-dire que à ça. 2 mois avant. Ben oui, avant pour savoir bien se réajuster, puis tout ça. Voilà, là, tu sais. voilà. Donc, Ouais, un tournage comme ça, un peu à l'américaine, ça devait être un peu... La pression était pas mal plus élevée, je présume. Ouais, mais t'es juste dans l'adrénaline. Toi, tu t'organises pour que ça se fasse. Moi, mon travail, là, c'est vraiment de trouver des solutions. Fait que oui, sur le coup, tu fais comme, mais non, c'est pas possible. C'est surtout l'assistant réalisateur qui suait à grosses gouttes. Et puis moi, je fais comme, je trouve des solutions. Chaque minute, je trouve des solutions. Puis si je pense trop j'angoisse par rapport, ça marchera pas. Mm-hmm. Mais si je me mets vraiment dans la mentalité, dans un mindset, OK, Ouais. comment est-ce qu'on peut la faire, la scène? C'est quoi la solution? Puis là, je vais y réfléchir, puis après ça, je vais en parler à mon équipe, puis là, eux autres vont m'aider aussi, puis je m'organise aussi pour que les acteurs connaissent bien leurs personnages. Ouais, ça, c'est important. Alors, c'est aussi qu'ils soient en confiance sur le tournage. Mon travail, c'est qu'ils se sentent bien, puis qu'ils se sentent confiants. Ouais, je comprends. Puis ça aide beaucoup, beaucoup. Ouais, non, mais c'est certain. Quand tantôt, tu disais, ben, tu sais, bon, faut travailler, puis tu sais, hélas, souvent quand on commence dans des projets de films, on n'est pas nécessairement rémunéré, justement, tu sais, on essaie d'arriver au moment de pouvoir faire le film. Là, en ce moment, tu disais que tu écrivais pour déposer. Ça, c'est le petit spare time à ce moment. C'est ce moment-là qui est pas payant. Seulement, là, est-ce que tu crées de toutes pièces ou tu pars d'une histoire que tu as lue quelque part? Tu pars de toutes pièces? C'est une biographie, mais je pars de toutes pièces. J'ai lu plein de choses, puis un donc, c'est ça, avec moi, un musicien anglophone. Ah, OK. Donc là, tu t'es parti là-dedans. Tu te nourris full, justement, de faits biographiques, tout ça, puis là, tu t'imagines ton monde. Ben, c'est-à-dire que d'histoire de cette personne-là, on se nourrit beaucoup. Tu fais des choix aussi, non? On fait des gros choix, parce qu'une série, c'est une chose, mais un long-métrage, c'est un peu de temps. Alors, c'est quoi l'angle? Puis celle-là, c'est une biographie atypique, je dirais. Là, okay. C'est spécifique, ce qu'on on a envie de raconter. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Mais en ce moment, on y va à fond, puis c'est avec une boîte de production de Toronto. Okay. Sinon, ben, j'ai 2 autres projets, mais c'est pas moi qui ai écrit les scénarios. Okay. Puis là, ben, je vais participer à peaufiner les scénarios, un en anglais, puis un autre en français. Et c'est vraiment un hasard, mais ce sont tous des biographies. OK. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Tu dis que c'est un hasard, ça serait pas à cause, justement, des trucs que tu as proposés, que tu as fait avant que les gens... sûrement que quelqu'un t'a regardé et a fait « Ah, il semble que Louise est bonne pour... » Oui. Je pense que le côté humain. Le côté humain a gagné, puis là, finalement, tu vas devoir maintenant remettre
à jour des histoires existantes personnelles. C'est un peu étourdissant, ça, quand même, les biopics, comme on pourrait dire, un peu, non? Oui, mais il y en a un qui ressemble, écoute, est-ce qu'on va y arriver? Ça se passe en 70, c'est plus un Dog Day Afternoon canadien. OK, ça se passe quand dans même. North BC, là, tu sais. Ouais. Mais c'est particulier. comme, c'est top aussi. Puis c'est en plus de reproduire une autre époque à l'écran, c'est jamais super facile, Non, ça. mais il faut que tu trouves un endroit, comme là, on a choisi Timmins. Tu sais, tu trouves des endroits que déjà, il y a la base. Pareil, comme tourner en Pologne, on n'avait pas beaucoup de temps, mais les lieux... Il y a des lieux qui n'ont pas bougé, là. Les lieux n'ont pas bougé. Ouais. Ils me proposent des chars d'assaut, là. Ils ouvrent le catalogue, tu veux lequel? Tu sais, les costumes, là, ils font venir les costumes de Vienne, de Berlin, de Londres, puis tu sais, c'est comme... Wow. C'est les vrais costumes. C'est la vraie chose, alors, ouais. ça aide énormément. Ici, on n'aurait pas... On serait pas équipé pour faire ce genre de film-là. Exact. Et tantôt, tu as mentionné un film qui t'a transformé. Je présume que ce film-là serait sur une prescription, sur une suggestion, du moins, qui est très personnelle dans ton cas. Mais moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci. Ou, regarde, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu lis? Tu peux même me dire ton resto préf. Okay. Tu peux dire même une application qui te fait triper. Là, c'est sûr que ces temps-ci, je sors de 3 mois de tournage. Dans ce moment-là, je rentre vraiment dans un vortex. Oh yeah! Mais là, je sors de là. Mais avant, je me suis nourrie beaucoup et le premier film que j'ai envie de nommer, en fait, c'est un hommage. C'est un de mes films préférés. En fait, j'ai 2 films là que je pourrais toujours les réécouter, puis je trouve qu'ils sont encore beaux, ils sont encore pertinents à regarder. Okay. C'est le personnage de Bergman, je trouve qu'il est encore vraiment bien fait. Mais le film dont je veux parler, c'est A Woman Under the Influence de Cassavetes, John Cassavetes. Oui, que je n'ai pas vu. Mettant en scène son épouse qui vient de décéder. C'est pour ça que j'en parle, qui est Gena Rowlands. Oui, c'était pas il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça? Exactement. Ça, ouais. Fait que A Woman Under the Influence a eu beaucoup d'influence sur moi. Et c'est un film qui m'a nourri, entre autres, pour le film Familia, qui m'a nourri à ce moment-là. Et un portrait humain, un portrait de société, tout en nuances et avec de l'humour parfois, mais avec vérité et aussi déchirant. Et Gena Rowlands est extraordinaire dans ce film-là. En plus, 2 Oscars pour qu'il avait reçu meilleure actrice puis meilleur directeur. Film qu'il a fait avec pas beaucoup d'argent. 1 million. Il était acteur. Il y a eu de la pellicule de films, boîte de production de films porno qu'on lui a donné. Il faisait le montage à temps perdu dans son garage. Un moment donné, le chien a mangé de la pellicule. Je veux dire, dans le film, il y a leurs enfants, leur maison. C'est avec, entre autres, Peter Falk aussi, qui est tellement bon dedans. Fait que ça, c'est vraiment référence. Puis c'est, tu sais, le film, on dit, ça a coûté 1 million, puis c'est, le film dure quand même 2h30, là, tu sais. Ils ont réussi à faire ça, puis le film a eu un genre de succès plus tard que sur le moment. Sûrement, ça avait eu un succès critique, mais après, les gens sont allés, puis ils ont eu finalement, ça a dépassé. C'est le fun de ces histoires-là. Le film ultra personnel. Là. Et dernièrement, j'ai été très inspirée par l'art contemporain. Oh! Donc, oui, j'ai fait un road trip cet été et j'ai fait longtemps que je voulais aller là. J'étais allée au MASS MoCA. Okay. C'est le musée d'art contemporain à North Adams, Massachusetts. 4h30 de Montréal. Je connais pas. C'est une ancienne manufacture qui a été vraiment reconvertie. Ça a ouvert en 1999 par Frank Gehry, entre 3 grands architectes. Mais il y a encore la signature usine, là, factory, avec des passages, des petits tunnels pour passer. C'est immense. J'ai passé une journée et demie là. Entre autres, il y a des installations de James Turrell que j'adore. Lui, il y a des installations un peu partout dans le monde. Et tu rentres là et c'est une expérience visuelle, sensorielle, émotionnelle, James Turrell. James Turrell. Ouais, OK. Il y a entre autres, lui, moi j'ai vu... Il est encore vivant? Il est encore vivant. Il y a une installation qui est assez facile à voir. Les gens qui sont allés à New York puis qui sont allés au petit musée PS1. Oui. Il y a une installation permanente. Tu fais juste t'asseoir dans une pièce blanche et
là, il y a un trou, un rectangle qui vise vers le ciel, puis tu t'accotes là, puis tu regardes, puis c'est ça l'installation, mais tu as un moment mystique. OK. Mais là, il y en a plusieurs et c'est extraordinaire. Puis j'ai vu une autre installation aussi. J'ai eu la chance, j'ai créé ma chance, parce que ça fait longtemps que je voulais aller là, et j'ai amené mes enfants en janvier dernier au Japon. Et on s'est promené pas mal et on a vu entre autres une expérience de James Turrell sur une île à Naoshima. Et c'est dans l'ancienne petite maison de pêcheurs. Puis il y a plusieurs artistes qui ont reconverti ces maisons-là traditionnelles, japonaises. Et lui, tu rentres dans la pièce et c'est noir tout du long. Tu restes là pendant 20 minutes. Puis à un moment donné, tu commences à percevoir un halo. OK. Pâle, Qui apparaît, là? Parce que ton œil s'habitue. C'est vraiment flyé comme expérience. Et c'est ça, ce gars-là, à un moment donné, dans les années 90, il a acheté un cratère, un vrai cratère en Arizona. Il a pris des décennies à pelleter, à enlever la terre, puis faire une installation dedans. J'aimerais ça aller la voir, d'ailleurs. C'est en Arizona? Oui. Et tout ce qui est lumière, lui, je pense que, je sais pas si son père était... pas astrologue, c'est quelque chose de même, en tout cas, ingénieur... Et puis lui, sa mère était Quaker. Plein d'influences diverses, mais ça donne... Je l'ai ici, oui, le cratère, c'est ça. l'espèce de cratère qui n'a pas de bon sens. Il est allé là-dedans, lui. Alors, c'est des expériences sensorielles hors du commun. Wow. Et donc, Masmoka, il y a plusieurs artistes, dont lui. J'ai vu aussi une superbe installation qui raconte un peu l'histoire de Laurie Anderson, l'artiste. Oui. Mais je savais pas du tout là, qu'il y a eu plusieurs accidents, qu'à un moment donné, elle n'était plus capable de marcher, les jambes broyées. Mais elle, c'est une histoire à rien comprendre, là. Ah, c'est vraiment quelque chose, ça fait un bon biopic. Vraiment, j'étais... Puis là, je suis comme, Laurie Anderson, elle va se penser bonne, je sais pas. Et non, ça m'a vraiment ému. Se penser bonne. Ça. Puis c'était vraiment intéressant. Mais juste se promener là-dedans. Et autour du Masmoka, ben c'est plein de parcs nationaux avec plein d'endroits pour faire des randonnées, la Mohawk Trail, l'Appalachian Trail, et tout ça, plein de lacs. Puis on était juste allé se promener, et là, il y avait une chute. Puis on est allé se baigner dans des chutes. Ça, puis, c'est fun. C'était juste un mélange entre l'art, la nature, il y a des farmers market un peu partout. Ouais, je comprends. Ouais, ça, c'est le fun. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis au Japon, évidemment, j'ai eu aussi un gros... C'était-tu ta première fois au Japon? C'était ma première fois. Est-ce qu'on considère une escale? Non. Moi, j'avais déjà aimé l'aéroport à l'époque, mais non, c'est la première fois. Cool. Puis bien que j'avais été invitée 2 fois plutôt qu'une pour la promo d'Il pleuvait des oiseaux, mais à cause de la pandémie, ils avaient repoussé la sortie du film 1 an plus tard, mais 1 an plus tard, le Japon était encore fermé, alors j'ai fait toute la sortie en Zoom. OK, ouais. Et donc, mais c'est ça, puis il y a entre autres, vers le sud, il y a 2 îles, Teshima et Naoshima, vraiment des petites micro-îles que tu fais en vélo, là, de pêcheurs, mais il y a plein d'installations artistiques. Entre autres, il y a un musée là-bas. C'est juste une affaire à voir. Là. Tu rentres là-dedans, puis c'était comme tout en béton. Puis c'est vraiment toujours en harmonie avec la nature. Tu sais, et c'est par Tadao Ando, qui est un architecte connu là-bas, mais qui joue beaucoup avec les ombres, les lumières et l'ambiance, mais ça crée de l'émotion. Puis il y a certainement quelque chose de très cinématographique dans ces œuvres-là. Est-ce que tu es du genre à te promener, quand tu te promènes, est-ce que tu es plus du type carnet et crayon à la main pour des idées ou plus une caméra avec toi pour attraper un moment? Je ne vais pas, à moins que je sois vraiment, je me promène pour ça, là, puis ça va être la caméra. Sinon, j'essaie le plus possible de juste savourer, puis me laisser imprégner, puis est-ce que ça reste ou pas? Parce que des fois, sinon, on dirait qu'on veut forcer quelque chose, mais des fois, il y a comme quelque chose de très... Si tu es dans le moment présent, puis tu es là en train de voir ou d'assister à un moment, ben, savoure-le. Ouais, non, je comprends. Non, en carnet, j'ai pas ça. Il y en a qui font ça. D'ailleurs, il y a une expérience, je reviens encore au Japon, je suis désolée. Non, c'est correct.
Sinon, je peux parler d'un restaurant ici que je trouve que c'est un restaurant. Ça fait longtemps que c'est là, mais je trouve que c'est un incontournable, intemporel. C'est Kazoo. Je connais pas. Hey, wow. Pause. Ça, Bon, ça y est, il y a déjà un line-up au Kazoo. C'est quoi, ça y est, je suis faite. C'est quoi Kazoo? Comment on l'appelle? Ah, je le dis pas. K-A-Z-U, sur Sainte-Catherine-Ouest. Et c'est un izakaya japonais, donc une brasserie japonaise. OK, je suis jamais allé. C'est vraiment le fun. Puis d'ailleurs, la dernière fois que je suis allée, tu sais, j'aime ça, moi, m'asseoir au bar, tu sais, au comptoir. Ouais. Puis là, je jase avec. Puis là, je revenais du Japon. Donc, t'étais dedans, là. T'étais prête, puis lui, il venait justement d'un petit village au nord de Tokyo. Puis le gars, il assurait, puis ça, puis encore l'accent très fort japonais. Wow. On a juste jasé, parce que ça roule, là, les plats là-bas. Ben oui. Mais tout est vraiment agréable, bon. T'es vraiment dans un autre monde. T'amènes ton enfant là. C'est le fun. Ben, c'est comme un voyage. Moi, j'aime beaucoup partir à Montréal, dans d'autres quartiers. Ben oui. Puis c'est comme un petit voyage. Ah oui, ben, je trouve qu'on devrait tous faire ça. Ben moi, je le fais avec mes 2 filles de 9 et 6 ans. Là. Des fois, on fait aussi bête que de dire « Hey, aujourd'hui, on va aller dans la petite Italie. » C'est bête. Puis ils sont allés en Italie quelquefois avec moi. Bon, quand ils arrivent là, ils reconnaissent un peu les horaires dans les commerces. On est comme « Wow! » Puis dans le quartier chinois même, il y a plein de places comme ça. C'est pas dans ta ville, dans notre ville qu'on aime. Donc, ça, c'est un des plaisirs quand même. Oui, parce que je trouve que ça t'ouvre tout, là. Ça c'est un stimuli pour les yeux, les oreilles, les papilles gustatives. Absolument. Puis on est tous sur une île. On est tous sur la même île, puis il y a tout ça qui est présent. Donc, c'est quand même très cool. Excellent. Japon. Un petit restaurant. Écoute, je pense qu'on a fait le tour parce qu'en plus, moi, je continue encore longtemps, mais je m'en vais faire poser des broches à ma fille. Donc, je suis pris avec le temps. Hélas, une belle étape. Le fun. Tes filles ont tout ça? Tes enfants ont des broches? Oui, mes 2 enfants ont eu ça, en fait. Oh boy. Moi, je comprends pas ça. On n'avait pas ça, nous autres. Moi, j'ai encore des petites dents croches, puis c'était correct. Ouais, mais là, apparemment, moi, c'est une affaire, ça affecte la mâchoire, puis tout ça. Puis là... nous autres, c'est comme les dents qui poussent en horizontale à la place, c'est un peu, c'est ça, qui est en train de scier les autres dents. Exact. Là, ils font comme, ils te mettent pas le choix, là. Non, littéralement, puis comme c'est tragique, là, tu fais, OK, bon, on va y aller. Puis ça vient avec une tragique facture aussi, là, donc ça va être... C'est surtout ça, je trouve. Parce qu'une petite dent croche, je trouve que ça a toujours sa place. C'est un charme. C'est un charme. Ouais. Mais là, quand ils disent, ouais, mais là, les dents vont toutes tomber. Là, t'es comme, OK, parfait. Donc là, on va aller faire ça. Ça va venir avec peut-être des pleurs ou du courage. En tout cas, on verra bien. Donc, sur ce, merci beaucoup. Merci infiniment. Un plaisir. Puis prochaine fois qu'on va sur la montagne, je te dirai bonjour. Parfait. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.